ceux qui nous suivent sur Kingi Visio. J'espère que tout le monde va bien. Je ne vois pas Edmond, Soukeina, vous êtes là? Ok, Edmond aussi peut tourner peut-être sa caméra. Oui, je suis là, Kumba. Je vous entends et je vous vois Ok. bien. Est-ce qu'on peut, parce qu'on a deux images du studio, on peut supprimer une ou bien on a besoin de quatre. Bonjour Edmond. Bonjour, vous m'entendez bien? Comment allez-vous? On vous entend Très bien. on vous voit aussi. Merci infiniment de nous avoir rejoints et on va commencer sous peu. D'accord. Donc, je vais juste couper ma caméra et puis dès que vous êtes prête, je vais activer. Tout à fait. Je vais faire la même chose, Kumba, vous me faites signe. Oui, tu peux, oui, s'il te plaît. Juste une minute. Public, vous qui nous suivez, nombreuses et nombreuses, sur la plateforme Kingi Visio et aussi sur Facebook Live de Moussoya, la page MUSOYA, et toutes ces personnes-là qui sont nombreuses aussi avec nous, qui ont bien voulu faire le déplacement en présentiel. Bonsoir et soyez les bienvenus. Merci infiniment d'avoir répondu nombreuses et nombreux à notre invitation pour tenir cette 4e conférence que nous avons mis dans le cadre d'une série de conférences où on a choisi de donner la parole aux femmes dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme et des filles. Donc, vous savez qu'à défaut de ne pas célébrer la femme que nous sommes, les 365 jours de l'année, nous avons quand même voulu mettre l'accent et le paquet pour le mois de mars. Et c'est pour cela qu'en partenariat Moussoya, en partenariat avec Kingi Visio, le groupe Famille, l'Université virtuelle du Mali, avons organisé des séries de conférences pour vraiment honorer les femmes, susciter le débat autour du leadership africain, susciter le débat autour de la représentation et de la participation des femmes aux instances de décision. Parce que nous savons que les questions d'inégalité, ce n'est pas que des mesquineries, mais c'est des questions vraiment de développement, c'est des questions humaines et c'est important, on ne peut pas avancer sans la moitié de la population que nous sommes. Donc, vraiment, merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui pour tenir 4e conversation avec une dame que j'apprécie, qui est une amie personnellement, mais qui est une très grande personne, non sur le cas, littéralement, vous allez la voir. Elle nous suit pourtant après Kingi Visio avec l'embouteillage maintenant de Bamako, ce n'est pas évident, mais elle va nous rejoindre très bientôt en présentiel. Et il s'agit de Soukeina Kane, la directrice des opérations de la Banque mondiale sur 4 pays de la francophone, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Soukeina, c'est quelqu'un que j'apprécie, comme je l'ai dit, parce qu'elle incarne, à mon avis en tout cas, vous aurez à la découvrir, celles et ceux qui ne connaissent pas, elle incarne l'essence du leadership, parce qu'elle a ses valeurs intrinsèques africaines, l'humilité, servir et la compétence. Donc, c'est pour cela, quand on a voulu donner la parole aux femmes, on s'est dit qu'on veut seulement avoir des femmes d'autres horizons, africaines, mais d'autres pays, pour avoir une autre perspective. Parce que c'est toujours bien d'écouter d'autres personnes pour après voir est-ce qu'on est sur la bonne voie, quelles sont les leçons apprises, quelles sont les expériences qu'on peut partager. Donc, j'ai dit, il faut que coûte, même si je la côtoie pratiquement tous les jours, je voudrais aussi qu'elle puisse en parler et que d'autres personnes puissent la découvrir. Donc, nous allons aujourd'hui nous entretenir avec Madame Soukeina Kane, directrice des opérations de la Banque mondiale, qui est au Mali avec nous depuis 2017, mais qui travaille au sein de la Banque mondiale depuis 2003. Donc, elle a beaucoup d'expérience au sein de la Banque mondiale. Elle va aller sur ses 17 ans ou 18 ans même. Donc, c'est quand même une connaissance. Elle est là. On est des jumelles. Merci beaucoup, madame. Et désolé encore pour l'embouteillage de Bamako, parce que je sais que vous devez être très embêtés pour la perfectionniste que vous êtes.
C'est pas tard hein, pour nous, parce que j'ai même pas fini de dire bonjour encore. Non, je suis vraiment désolée. Je pense même une minute de retard, c'est une minute de trop. Je m'en excuse auprès de vous et de toutes les personnes qui nous suivent. Toutes mes excuses. Ok, merci beaucoup. Donc, rejoint par beaucoup de femmes leaders accomplis et des femmes que j'estime beaucoup, des aînés, des petites sœurs, des amis, et même des filles. Donc, je pense qu'on va peut-être donner la parole rapidement pour que chacune puisse se présenter. Et merci infiniment, Valérie, d'être là, toujours aux côtés. Je pense que tu as démontré que tu es maintenant 100% malienne et on ne peut que se réjouir pour cela. Donc, Valérie Belvert, c'est la directrice de RMO, donc l'agence de placement. Madame Soukeina, quand je l'ai pratiquement 18 ans d'expérience au sein de la Banque mondiale qu'elle a rejoint depuis 2 mois, mais avant la Banque mondiale, elle a servi aussi dans de grandes entreprises au Sénégal, son pays d'origine. Elle a mené des études en comptabilité et finance, travaillé dans le domaine de l'audit. Il y a une petite anecdote que j'aime raconter à propos de Soukeina. On s'est connus en 2017 quand elle est venue, mais des gens nous demandent, vous connaissez depuis quand? C'est comme si on connaissait depuis plus de 10 ans, toujours. Donc, quand elle est venue, je travaille avec un texte, je l'ai connu sur le plan professionnel d'abord. J'avais un texte qui avait passé haut les mains, peut-être je dirais 20 ou 25 personnes et peut-être 2 ou 3 personnes qui étaient au niveau de Soukeina. Tous ont regardé le texte signé sans problème. Et dès que je donne le texte à Soukeina, elle dit, attends, est-ce que je peux avoir quelques minutes? Elle regarde comme ça seulement, elle dit, attention, il y a une erreur ici. Attention, il y a une... bon, Madame Ba, est-ce qu'on peut attendre? Je pense que je dois lire ce document-là. J'ai dit, il n'y a aucun souci. Madame Khan, prenez votre temps. Et je dis, Allah, une flamme souille. Celle-là, elle va encore nous montrer qu'elle est mesquine. Mais quand elle a fini, j'ai dit, Soukeina, merci infiniment parce que vous venez d'incarner le leadership africain comme on le veut. Parce que vous n'êtes pas à ce poste par hasard. Le fait même de ne pas vouloir signer et de prendre le temps de disséquer ligne par ligne, et document là, nous le faisons circuler depuis plus de 100 ans et personne n'a jamais relevé une seule faute dedans. Et elle en a relevé au moins 5. Donc, j'ai dit merci parce que ça me montre que vous êtes là où vous êtes par mérite, que vous avez l'œil pour le détail et que vous êtes perfectionniste parce que c'est de ce genre de personnes dont notre pays, spécifiquement le Mali, a besoin parce qu'il faudrait que nous, on remonte hautement la barre et vraiment nous départage complètement de la médiocrité qui semble être une certaine culture maintenant. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé donc, avec notre relation. Ce n'était pas évident au début, mais après, j'ai pu voir à travers la représentante, parce qu'elle occupe un poste de représentante résidente, mais la Banque mondiale des directrices des opérations, j'ai vu au-delà du poste qu'il y avait une action pleine de valeurs, d'humilité, et je pense que de temps en temps, même si je lui montre aussi, on parle aussi de nos défauts, mais elle sait que j'apprécie beaucoup toutes ces qualités qu'elle incarne, parce qu'elle a été aussi auditrice dans une vie antérieure, et qui dit audit, surtout en finance, dit attention aux détails donc, et à les chiffres. Donc, je pense que c'est pour cela aussi que cette compétence professionnelle, ou bien c'est l'inverse, peut-être c'est la compétence personnelle, les valeurs personnelles qui se sont reportées sur la compétence. Mondiale, avant de joindre le Mali, elle a eu plusieurs postes, notamment au sein de la division politique opérationnelle et services, OPCS. Elle a aussi travaillé pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et avant de venir au Mali en 2017, elle était en charge du chef service gouvernance pour la région Asie centrale et Europe. Et depuis qu'elle est là, je pense que même si c'est au niveau macro, parce que la Banque mondiale travaille beaucoup plus avec l'État, je pense que quand on va commencer à parler, nous allons tous découvrir qu'à travers elle et ses collaborateurs, notamment je vois la chargée de com, Abiba Tougologo, notre sœur qui est avec nous. Merci infiniment de nous avoir rejoints. On va découvrir que même au niveau de macro, ces programmes, les programmes de la Banque mondiale, de son organisation, touchent fortement nos vies, nos communautés. Merci aussi, parce que c'est ça aussi le leadership féminin. On sait qu'on ne veut pas avancer sans les hommes. Bien qu'on peut, mais on ne veut pas. Donc, Monsieur Edmond Moukala, merci infiniment d'avoir accepté de nous rejoindre autour de cette conversation pour célébrer le leadership féminin africain, parce qu'on sait qu'en Afrique, spécifiquement dans nos pays, nous ne pouvons jamais avancer sans l'accord, l'aval et le soutien
des hommes dans une société patriarcale qui est la nôtre. Donc, je ne vais pas trop m'étendre encore. Nous remercions beaucoup surtout la jeunesse qui nous suit sur la plateforme Kingi Visio. Merci infiniment à l'Université virtuelle du Mali. J'avais vu le PDG Amadou Diawara quelque part. Merci infiniment, mon frère. C'est avec lui que nous avons initié cette série de conversations pour que les Maliens et les Maliennes de la diaspora, aussi la jeunesse africaine et même la jeunesse mondiale puissent aussi découvrir ces valeurs sûres et comment les femmes africaines sont en train de faire bouger les lignes. Donc, nous sommes très, très contents qu'en plus de Amadou Diawara, il y a M. Edmond Moukala, qui est le représentant de l'UNESCO au Mali, qui va aussi partager avec nous son expérience et surtout des astuces. Pourquoi et comment on peut faire pour que les hommes soient encore plus nombreux à nous soutenir. Mais avant que je ne donne la parole à Soukaina, je vais peut-être demander à quelques leaders, mes modèles, mes inspirations aussi de se présenter rapidement pour que Soukaina sache qui et qui sont dans la salle et puis aussi la jeunesse qui nous suit sur Facebook, sur Kingi Visio, que vous puissiez aussi participer à la conversation, mais aussi poser des questions à votre guise. Peut-être je vais commencer par la Tata nationale, Madame Coulibaly Aïssata Touré, qui est la présidente, qui a plusieurs foulards sur sa tête, mais aujourd'hui, on l'a spécifiquement invitée en tant que la présidente du REFOE, qui est le réseau des femmes opératrices économiques, pas que du Mali, mais qui est mise en place dans l'espace UEMOA, mais à la tête du réseau pour le Mali. Madame Coulibaly, vous avez la parole. Merci. Merci, Kumba. Merci, je suis très honorée. Merci, Madame la représentante. Nous sommes vraiment, en tout cas, particulièrement, je suis honorée d'être parmi vous cet après-midi. Et je n'ai pas eu, malheureusement, beaucoup d'occasions de partager certaines de mes préoccupations. J'espère que peut-être, même si le temps nous défaut un peu, et je souhaiterais, en tout cas, je le dis, c'est un souhait ardent, vous rendre contact pour que nous puissions vraiment discuter de certains points qui mériteraient toute votre attention. Nous savons que l'économie du Mali, l'économie mondiale, le Mali ne fait pas une exception, a pris un coup, malheureusement, à cause du Covid, particulièrement le Mali, avec tout ce qui est insécurité qui s'est installée depuis des années. Donc, insécurité plus Covid, deux choses qui font que l'économie du Mali a beaucoup peiné, surtout les femmes, parce que ce sont elles qui, en général, ont beaucoup souffert et ont beaucoup perdu. Donc, en tant que chef d'entreprise, je sais ce que je vis au quotidien et j'imagine ce que vivent également les autres femmes qui sont un peu loin donc, de la capitale, celles qui sont dans les zones rurales, celles qui sont dans l'informel, celles qui sont commerçantes transfrontaliers. Donc, beaucoup de choses, honnêtement, qui font que nous avons tout intérêt à dialoguer avec vous pour trouver des pistes pour la relance économique, Inch'Allah, après post-Covid. C'est le but exactement, c'est le but. Et on va continuer après 18h aussi autour d'un cocktail. Là, ça serait peut-être un peu plus formel. Maintenant, Maître. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, Maître Toumata Sidibé Diallo, je suis avocate inscrite au barreau de Paris et du Mali. Et je suis ravie d'être là. Et je confirme vos propos concernant les qualités de notre grande sœur Soukaina, que j'ai également eu l'occasion de découvrir et d'apprécier. Je me définis moi-même en tant que citoyenne engagée et je me réjouis de ces conversations qui sont mises en place, surtout en ces moments cruciaux pour notre pays, puisque j'estime qu'il est extrêmement important en ces moments justement les femmes aient la faculté de peser sur les décisions qui seront prises. Ça me paraît extrêmement important. Nous avons été en marche pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies. Je pense qu'il est temps maintenant de s'affirmer, de porter notre voix. Tout à fait. Merci. Merci infiniment, Maître. Et ma chère amie Kadisila, Maïva Palace, African Grill, qui est toujours accompagnée de notre petite sœur jumelle, Fatou. Donc, Kadi, tu voudrais dire 2 mots aussi? Kadisila de Femme Entrepreneur, comme vous l'avez dit. Je suis là, je suis ravie d'être là parce qu'on apprend tous les jours avec Kumba, d'ailleurs. Et ça me... Merci, merci infiniment. Et là, j'ai tenu à amener une autre
personne, une grande sœur, mais qui est quand même un peu fâchée contre moi, contre Soukeina. Donc, on dit, viens, ça, tu vas lui dire ça face à face. Mais aussi, comme Soukeina n'a pas sa langue dans sa poche, elle te dira aussi pourquoi le business n'a pas pu aussi prospérer. Donc, ça, c'est ma grande sœur, Madame Guindo, Fanta Sissogo. Et je ne vais pas dire le nom affectueux qu'on a, parce que si je dis ça, ça serait trop grave. Madame la directrice de IAM. Bonsoir, Madame Soukeina. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Madame Guindo, Fanta Sissogo. Je suis la directrice de l'Agence Madame Management et la société de sécurité. Bon, je dirais carrément que je suis partout au Mali et je compte aller dans la sous-région aussi. Ça, c'est l'objectif visé. Mais bon, comme elle l'a dit, on aura l'occasion d'en parler parce que je suis fâchée avec la banque. Et à travers moi aussi. Je sais. Et donc, il y a une autre des clientes à côté de toi. Ça, c'est la directrice nationale du réseau de toutes les femmes minières du Mali, AFEMIN, l'Association des femmes minières du Mali. Donc, notre présidente, Assadou Kouré. Je vais aller dans l'autre sens, parce que j'ai quand même beaucoup d'éléments qui vont, disons, avec la Banque mondiale. Oui, parce que vous avez zéro photo. Non, parce que je voudrais dire d'abord que je suis rencontré ici, que combien effectivement rêve du budget, donc c'est vraiment tellement important de pouvoir la rencontrer dans une situation pareille. Je mettrai un petit clin d'œil, moi aussi, j'ai commencé, disons, dans un cabinet d'audit en Côte d'Ivoire. Ceci explique cela. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une connexion. Tout à fait. Et la deuxième connexion, ça veut dire que sous le mandat de Mme Soukeina, on a vraiment senti une évolution. Donc, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. À la gouvernance du secteur minier. Parce que nous sommes effectivement une association de femmes minières, mais auparavant, c'était, disons, les acteurs étatiques qui étaient pris en compte. On se rend compte que ce projet-là a introduit une dimension genre, et je pense que ce n'est pas par hasard. Ça veut dire qu'il y a non, ce n'est pas par hasard. Il y a Tout à un fait. derrière, et quand moi j'ai suivi ces émissions, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et donc, ça veut dire que ce projet a un ensemble des acteurs, mais spécifiquement retenu 3 associations féminines qui travaillent avec nous et disons dont les contraintes sont prises en compte, les orientations sont prises en compte. Et donc, ça veut dire que vous avez vu effectivement le leadership de la Banque mondiale qui est en train de s'approcher de la population et en particulier les femmes. Ça me rappelle une petite anecdote et quand je préparais l'émission, je me suis rappelée de une situation qui s'est passée justement avec Mme Koulibaly. À l'époque, c'était la BAD qui était représentée par une femme. On a eu une conférence avec elle et après Mme Koulibaly qui lui dit ça fait tellement plaisir parce que moi, je n'aurais jamais eu le courage d'aller me diriger vers le représentant de la BAD. Et c'est pour cela qu'il faudrait des femmes au niveau des instances de décision parce que ça aide beaucoup. Et ça, comme ça seulement, petit à petit, qu'on peut atteindre la transformation que nous désirons dans nos sociétés. Donc, vraiment, merci beaucoup aussi à vous pour le leadership. Le Covid a peut-être ralenti les activités, mais nous, on va relever le défi. Et on espère quand même qu'elle aussi elle pourra pouvoir être fière de ce que nous allons faire. Oui. Elle est en train de me regarder, elle se laisse lui donner la parole ou pas, parce qu'elle ne veut pas parler, mais elle va quand même se parler. Elle, c'est ma soeur jumelle de tout le temps, Aïssa Taba, qui est avec la BHM. Donc, avec elle pour qu'elle puisse se présenter aussi. Bonjour. Je suis la directrice du réseau de la Banque malienne de solidarité. Je suis honorée de rencontrer Mme Kam. Et le prestataire. C'est un peu l'institut de la Banque mondiale. Annuellement, on a une visite de la banque. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer, elle spécialement. Oui, peut-être je faisais le blocage parce qu'elle a un petit côté qu'on va découvrir plus tard durant le cocktail. Et là, moi, ça m'embête parce que si je vous présente là, toute la conversation va se passer sous mon dos. Ok, derrière toi, il y a une autre de mes sœurs, retardatrice, qui veut se cacher. Donc, elle est là avec la banque des banques, Madame Tungara Touré.
Toumba d'avoir fait remarquer mon retard. Pour d'être là quand même. Merci. C'est un plaisir de venir prendre part à des sujets. Merci infiniment à Oumou et on va peut-être demander à Valérie aussi de se présenter. Après, on va clôturer avec Fatou Sila parce que c'est pas, je sais qu'elle ne veut pas parler, elle ne me regarde même pas. Donc, j'ai ma réponse. Bonjour, je suis Valérie Weber, directrice de LMO Mali, comme tu vois. Je suis très contente d'être là. C'est mon. Je dénote un petit peu dans l'environnement et je suis très contente d'avoir été invitée à un panel de leaders africaines parce que finalement, je suis depuis tellement longtemps en Afrique que je sens aussi que j'en fais partie. Tout à fait. Voilà. Je dois dire que le sujet, les femmes leaders, c'est vraiment un sujet qui doit nous tenir à cœur. Et notamment, le leadership, c'est l'exemplarité. Et je trouve que l'exemplarité des hommes aujourd'hui, ça n'a pas été tout à fait ça, notamment au Mali. Donc je me dis qu'on peut peut-être prendre, nous, les femmes... on peut nous essayer, on n'a rien à perdre. De l'exemplarité. On ne pourrait pas faire pire. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Fatou Sila, et après, on va peut-être demander aussi à... Bonjour tout le monde. Bonjour Fatou. Fatou Sila, sœur de Kadi Sila, cofondatrice en fait de Maëva Pata. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aujourd'hui ici pour parler en fait du leadership féminin. Et je sais qu'on en entendra et surtout avec la situation qu'on vit actuellement au Mali, surtout notre secteur qui est le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, 500. Et c'est pas évident. Oui, c'est pas, mais on est résiliente. On est résiliente. Merci infiniment. Merci à vous toutes et tous. Et merci beaucoup à cette jeunesse et tous nos concitoyens, nos amis de la diaspora, nos frères et sœurs africains qui nous suivent sur non seulement la page Facebook de Moussoya, MUSOYA, mais qui nous suivent également sur Kingi Visio. Nous avons aussi Madame Halima Diawara de la NASA qui est avec nous. Donc, chères sœurs, si vous voulez aussi vous présenter, dites 2 mots, vous n'avez qu'à lever la main et Awa et son équipe fera. Ah, elle est là avec nous. OK, donc allez-y alors. Je pensais que vous étiez avec Kingi Visio, mais vous êtes en présentiel. Merci infiniment d'être venu. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Halima Diawara. Je suis actuellement au Mali. Et dès que j'ai entendu que vous avez une émission, j'ai dit. Merci d'être venu. J'ai l'habitude de vous suivre sur Internet. Merci. C'est pour ça que je pensais que vous étiez à l'extérieur. OK, merci. Et vraiment, bonjour Madame Soukaina, bonjour à tout le monde. Et je suis parmi mes aidés, je vais essayer de prendre ici et là et pour voir comment je pourrais participer à l'édifice de mon pays. Bon, j'en sais que la jeunesse d'aujourd'hui aussi, on a beaucoup à apprendre à travers elle. Donc, on ne va pas tarder parce que tout le monde veut écouter Soukaina. Donc, nous sommes aujourd'hui autour de la 4e conversation dans le cadre de la série de conversations qu'on a
cette responsabilité individuelle que la femme prend en sachant que, comme je dis, on ne peut pas être spectateur de sa vie, il faut être acteur de sa vie, actrice de sa vie. Cette prise de conscience de cette responsabilité individuelle, je pense que ces femmes leaders, en général, c'est quelque chose, c'est un trait de caractère qu'on a pu observer. Deux traits de caractère, je dirais, c'est avoir ce sens d'esprit et de faire éclore les talents. Il ne suffit pas d'arriver seul en haut de l'ascenseur et de regarder les autres en bas. Je pense que le vrai leadership, c'est quand on arrive à faire monter d'autres personnes, d'autres femmes dans cet ascenseur de leadership féminin. Ça, c'est le deuxième élément que j'ai pu observer. Le troisième élément, c'est être soi-même. Ne pas s'excuser d'exister. Même s'il faut avoir l'humilité de toujours travailler pour être la meilleure version de soi-même, mais ne pas essayer d'être la version que quelqu'un veut que vous soyez. Je pense que ces éléments-là, me semble-t-il, sont importants. Et en tout cas, pour ma part, dans la plupart des leaders que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu admirer, ce sont des caractères que j'ai pu observer. Merci. Merci beaucoup. Ça m'étonne quand même de vous. On a retenu le sens de la responsabilité individuelle qui incarne aussi la femme perfectionniste que vous êtes, avoir le sens de la responsabilité. Vous avez parlé du fait de servir. Vous avez parlé du fait de servir et de toucher d'autres vies, que le bonheur et le bien acquis ne se limitent pas qu'à soi, mais toucher d'autres vies, impacter d'autres personnes. Et vous avez parlé de ce troisième caractère qui est l'authenticité, être soi-même. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé, par exemple, de l'éducation? Parce que c'est parce que vous reconnaissez quelque part le fait qu'on peut être femme non instruite, parce que ici, quand on dit éducation, on pense automatiquement à l'école, mais que tout le monde, même non instruit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tête, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas éduqué. Donc, on peut aussi donner. Parce qu'en général, on va dire qu'il faut la compétence, il faut les talents avant de vouloir être leader. Ben, je n'ai pas parlé d'éducation, justement, pour exactement les raisons que tu évoques. Pour ne pas éliminer des femmes ou partir de thèse qu'une femme qui n'a pas été éduquée n'est pas une femme leader. Cela étant dit, j'accorde une place primordiale à titre personnel, mais l'institution que je représente, pour nous, l'éducation est un élément fondamental pour permettre l'autonomisation des femmes, pour permettre à nos pays de sortir de ce cycle vicieux de pauvreté et de fragilité dans lequel certains de nos pays sont. Donc, j'accorde une place évidente. Mais ce que j'essaie simplement de dire, et j'espère qu'on aura l'opportunité d'en parler, je suis contente qu'on ait l'UNESCO nous pouvoir le représentant de l'UNESCO qui va nous parler de l'éducation. Mais il y a des femmes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont des leaders. Tout à fait. Moi, je pense qu'à titre personnel, une personne qui a beaucoup compté dans ma vie, que je considère comme un modèle, c'est ma grand-mère. Elle n'a jamais été à l'école. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir des valeurs, d'avoir du caractère, de s'affirmer. Et ces questions de responsabilité individuelle, ces questions de mentoring et de faire éclore des talents, et tout ce que j'ai dit, je pense que je le retrouvais chez elle. Mais je ne fais pas l'apologie de l'illettrisme, bien au contraire. Bien sûr. Et aussi, il faut dire que pendant ces périodes-là, même si les gens n'avaient pas accès à l'école, il y avait quand même des systèmes de formation endogènes propres à nos sociétés où on apprenait quand même le basic, même sur la santé reproductive, la santé du corps, les valeurs de politesse, d'intégrité, de respect du bien public. Donc, c'est des choses qui étaient transmises. Je ne sais pas, Monsieur Edmond Moukala, représentant de l'UNESCO, qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport à ce portrait qui n'est peut-être pas typique, mais qui peut donner un début de conversation autour de certaines valeurs? Allô? Allô? Oula. Edmond, on n'est pas là. Hein? Oui, moi je suis là. Ok. Bien, vous pouvez parler, on vous écoute. Ah, vous m'entendez, d'accord. Oui, d'accord. Merci encore, Madame Sukena Khan, de votre intervention et aussi surtout ces valeurs et ces points que vous soulignez.
Moi, j'ai noté aussi, comme vous l'avez bien dit, en fait, la responsabilité individuelle. Vous avez parlé aussi de ne pas être spectateur, mais plutôt actrice. Et aussi, je dirais même, en fait, c'est ça, en fait, les vrais leaders, c'est de s'assurer qu'on n'est pas au sommet seul, mais plutôt on emporte, on amène, en fait, tout le monde avec soi. Quand vous parlez, en fait, ce qui m'est revenu, en fait, c'était les paroles d'Aimé Césaire, où il disait, en fait, et surtout mon... Allô, C'est à vous me notre suivez? niveau ou c'est à son niveau à lui? Et vraiment, on s'excuse toutes celles qui nous suivent, qui direct et dans un pays encore qui se cherche en termes d'autosuffisance électrique, énergique. Donc, c'est un peu difficile, mais on ne va pas se décourager. Je pense que c'est ce qui est aussi la Allô? Heureusement, aujourd'hui, c'est ça. Et ce matin, on est sur ça. Mais moi, je pensais qu'on était allé sur le groupe carrément. Oui, mais après, le groupe est actif, donc il n'arrive pas. Donc, il n'y a pas d'envoyer. Ah, ok. Moi, on ne peut pas faire un bypass et laisser seulement un EDM le temps qu'on finisse. Ok, c'est parce que j'avais demandé cela depuis le début. J'anticipais que ça allait être comme ça. Parce que quand ça commence à couper, hacher là. Je pense qu'il faut seulement nous laisser complètement sur le groupe. Vraiment. Sinon, là, c'est pas... Surtout que Edmond doit nous quitter bientôt. On s'excuse vraiment, hein? Vraiment, on s'excuse. Non, on comprend. Je crois que il La résilience. Amadou, ok. Amadou Diawara, c'est vraiment le CEO et tout. Celui qui est à l'origine de toute cette vision, hein, qui impacte maintenant pas seulement que la vie de nos enfants, même les tatas et les grands sœurs que nous sommes. Décidément, moi, à chaque fois que vous invitez, je viens de mes mamans qui est là. Ah, vous voyez? Ah, c'est ça. Vous savez, je suis très content surtout de vous recevoir chez nous aujourd'hui. C'est des gens qu'on a aussi, l'être qui est là aussi. Donc, Valérie, tout le monde. On a tout le monde, on a rentré à l'immense aussi qui est là. Okay, what's going on? Okay. Monsieur Moukala, on s'excuse vraiment pour perturbation involontaire de notre volonté, vraiment. Est-ce qu'il peut continuer, Djibril? Oui. OK. Donc, vous pouvez continuer. Vous étiez en train de nous rappeler les caractères évocatifs féminins. Exactement. Donc, la responsabilité individuelle, de ne pas être spectateur, mais plutôt actrice, et faire monter les autres, donc fédérer dans la vision. Donc, on n'est pas seul au sommet de la colline, mais plutôt qu'on amène tout le monde avec soi. Et c'est ça, c'est vraiment le vrai leadership. Et je tenais donc vraiment à lui rendre hommage là-dessus aussi de son parcours, qui déjà devient un témoignage et aussi une inspiration pour les jeunes. Alors, réagir, donc la première réaction, je vais plutôt aller sur des citations qui parlent mieux que de longues phrases. La première, donc, c'est une citation d'Aimé Césaire qui dit ceci, donc, et surtout mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile de spectateur, donc pour faire écho à ce que donc, la représentante nous a évoqué, car la vie n'est pas un spectacle. Nous ne sommes pas dans un contexte où
ce que nous vivons, nous expérimentons, je parle surtout au niveau des femmes, à travers des siècles, n'est pas un spectacle, car une mère de douleur n'est pas un proscénium, car un homme, et j'ajouterais, ou une femme qui crie, n'est pas un ours qui danse. Donc, Aimé Césaire, déjà par là, démontrait vraiment que la douleur, la profondeur même de la douleur, et que nous savons au niveau des femmes, que ce soit au niveau du cas du Mali, les premières victimes, en fait, ce sont les femmes. Et je rebondirais même pour dire, je crois qu'il y a eu quelques commentaires au début, moi je suis persuadé que la paix et le développement au Mali passeraient par les femmes, parce qu'elles connaissent cette souffrance dans les plus profondes d'elles-mêmes que les hommes, et que c'est elles qui sauront aussi comment, déjà parce qu'elles ont souffert, et parce que aussi elles savent comment faire ressortir la famille, elle-même, la famille, et finalement le pays de ces crises multiples que nous traversons. Donc pour moi, je veux rendre honneur vraiment aux femmes maliennes, parce que je crois que la solution, elles détiennent la solution, et le salut passera par elles. Alors au niveau de l'éducation, alors moi je dirais que premièrement, l'Afrique a toujours eu un système éducatif. Avant même la traite négrière, l'esclavage, nous parlons de royaume. N'oubliez pas Tombouctou. Tombouctou était déjà le centre du savoir qui amenait des connaissances jusqu'en Europe et partout en Asie. Donc l'Afrique n'a pas appris les connaissances, ce qu'on appelle les écoles des sages ou des écoles des anciens que vous avez évoquées. Vous avez utilisé d'autres termes en particulier, par exemple les connaissances endogènes. Mais ces connaissances endogènes, en fait, c'était la science même dans nos écoles, dans nos cultures, dans nos royaumes, les royaumes africains de ce temps-là. Et le point que je veux donc évoquer ici, oui, il y a des femmes qui ne sont pas soi-disant éduquées. En fait, l'éducation nous ramène un peu à la limitation linguistique. Celles qui parlent la langue française ou l'anglais, et puis celles qui parlent les langues nationales. Alors, au niveau des langues nationales, nous voyons bien que ces femmes sont capables, les Benzmama, par exemple, elles sont capables de faire des affaires, mais elles n'ont jamais été à l'école. Comment elles arrivent à gérer et à faire du business du moment où elles n'ont jamais été à l'école? C'est parce que dans nos langues, dans nos traditions africaines, nous détenons des connaissances qui malheureusement n'ont pas encore été reconnues et validées. Et donc, au nom de l'UNESCO, oui, je le dis haut et fort, que le système éducatif en Afrique existe bien, et ça existait bien avant l'arrivée de l'étranger pour rester juste là, et que je crois qu'on a peut-être cette mission, et là je m'indexe moi-même au niveau de l'UNESCO, on a ce devoir de réconcilier la connaissance traditionnelle et la connaissance classique que nous avons, parce qu'en fait, quelque part, au niveau du système éducatif, et nous le voyons quand même parfois avec le ministère de l'Éducation et les autres ministères, c'est que nous devons éviter le copier-coller. Hein, nous prenons le système d'ailleurs au lieu de voir d'abord est-ce que au-dedans dans les connaissances traditionnelles que nous avons, il y a des éléments qui peuvent permettre donc à nos populations à bénéficier vraiment d'une connaissance à nous, et qui va même rayonner notre identité culturelle, notre fierté même de notre identité culturelle. Et donc, je crois que ces femmes, comme vous venez de le dire, Madame Anne, en faisant référence, elles font des prouesses, elles sont capables de gérer leur foyer, elles sont capables, c'est parce qu'il y a un autre système de partage de connaissances qui existe au niveau des structures familiales africaines, qui permettent en fait à ce passage de connaissances à continuer encore à véhiculer aujourd'hui. J'appellerais ça un peu des étapes, les phases d'initiation qu'on avait avant, mais malheureusement qui ne sont plus respectées. Voilà, je veux juste m'arrêter là, sinon je vais m'étaler, mais je pense que c'est un bon débat est-ce que l'école, l'éducation nous a été emportée de l'extérieur, ou l'Afrique avait d'abord son propre système éducatif? Je dirais que oui, l'Afrique l'avait, et que je crois que nous, au niveau de l'UNESCO et aussi des autres institutions éducatives, nous avons ce devoir de valoriser ces deux systèmes, et surtout de s'assurer que la fierté africaine de son histoire, de son savoir-faire et de son connaissance endogène
passerait par la reconnaissance d'abord donc de notre propre système éducatif. Je vais peut-être m'arrêter juste pour évoquer aussi, et je m'arrête là, prenons pour le cas de la pandémie Covid-19. Vous voyez bien que l'OMS a mis en place des groupes d'experts pour étudier le cas de l'Afrique, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'Afrique, par exemple le cas du Mali, le nombre de morts représente le nombre de morts d'une journée dans un pays européen. Alors, l'OMS n'arrive pas, on n'arrive pas à trouver, à donner des vraies réponses à cette situation. C'est parce qu'aussi, on n'a pas vraiment étudié profondément ce que l'Afrique détient encore, les secrets des pratiques traditionnelles qui, à mon avis, jouent un rôle vraiment très important sur la situation donc, de la pandémie. Je m'arrête là. Donc, l'Afrique a encore ses secrets, l'Afrique a encore beaucoup d'informations à nous livrer et je pense que toute institution que nous sommes, nous avons un peu ce devoir d'aller et de saisir cette occasion pour faire ressortir la mère des civilisations. Je m'arrête là. Merci infiniment, Monsieur Edmond Moukala, représentant résident de l'UNESCO au Mali. Je pense que ça se complète. Et ce que vous avez dit, si moi je dois le résumer, je dirais que vous avez encore appuyé le fait qu'on doit s'assumer, qu'on doit être authentique, qu'on doit servir, mais de façon très décomplexée. En sachant qu'on a une base, on a des fondamentaux, donc au lieu de tout jeter, comme on le dit, l'eau de bébé avec le bébé même, donc de faire le tri et de savoir qu'il y a beaucoup d'expériences, de connaissances que nous pouvons récupérer, enrichir, valoriser et l'ajouter maintenant à la modernité. Merci énormément. Ce n'est pas Awa sur Kingi Visio. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, s'il y a des questions ou quelqu'une ou quelqu'un qui voudrait parler, donc vous nous faites signe. Merci infiniment et peut-être il faudrait aussi voir Maguerara et Mamadou Berté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur Facebook? La page de Moussoya, M-U-S-O-Y-A. Je ne sais pas, la jeunesse qui est dans la salle, vous n'avez pas beaucoup parlé. Quelqu'un voudrait ajouter, surtout la jeunesse masculine, nos Kamale et Sarah. No he for she. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport au leadership féminin? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vos contreparts, les concitoyennes, nos filles, devront faire pour que vous leur accordez une place autour de la table, pour que vous reconnaissiez en elle votre égal? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelqu'un voudrait réagir ou on peut continuer? C'est bon? Ok, donc merci infiniment. Et nous, ça va où? Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Tu veux te tenir debout un peu pour qu'on puisse bien te voir? Donc, je voudrais rebondir sur les caractéristiques données par Mme Sikina et surtout sur l'emphase que Moukala a fait par rapport à l'éducation. Moi, je trouve que le système éducatif actuel implique une certaine aliénation. Ah oui, tout à fait. Ça sous-entend. Qui fait que c'est difficile d'émerger parce qu'on a, Sikina l'a dit tout à l'heure, être leader, c'est rester soi-même, pouvoir émerger dans le monde aujourd'hui, mais tout en gardant sa nature et rester soi. Or, il me semble que le système éducatif actuel n'encourage pas ça. On ne nous apprend pas notre culture, on ne nous apprend pas notre histoire, encore moins notre géographie. Donc, peut-être c'est pas un cri de cœur, mais c'est un constat que je fais dans le système éducatif actuel, qui n'est pas propice à faire émerger des leaders qui sont vraiment nos leaders, conscients de nos valeurs et conscients de nos contraintes, de nos problèmes, tout en connaissant nos potentialités, tirées de notre riche culture, tirées des centaines d'années d'histoire. Des milliers, vraiment. Merci infiniment, Oumou. Je pense que c'est ce que
Edmond a dit, il faudrait vraiment pouvoir concilier et faire vraiment de ce tissage une aubaine plutôt que de laisser tout derrière. Soukaina, ça va? Tout va bien? Ok, donc je ne sais pas maintenant, on a parlé maintenant du prototype, du modèle, même s'il n'y a pas de modèle type, il y a certaines valeurs quand même qu'on est tous et tous unanimes, qu'on devrait incarner si nous voulons nous assumer en tant que femmes leaders africaines en ce 21e siècle. Mais si nous voulons remonter un peu, parce que Oumou nous a amenés à l'Égypte antique, Edmond a parlé de nos enracinements avant même la question coloniale ou l'esclavage. Donc, il a parlé de Tombouctou en tant que centre mondial même de la connaissance, de la quête du savoir. Et si on voit les acquis aujourd'hui, la voie que nous sommes en train de prendre et le peu qu'on connaît de nos pionnières panafricanistes qui ont été quand même précurseurs de la lutte indépendantiste, je pense à, par exemple, à Awa Keïta, celles qui ont mis l'Organisation panafricaine des femmes. Vous pensez qu'on est sur la bonne voie ou on peut mieux faire? Alors, moi, je pense que si on regarde déjà globalement, il est indéniable qu'il y a eu des avancées. Je pense qu'il faut le reconnaître. Les femmes ont accès à des postes aujourd'hui électifs, à des postes politiques, aux sociétés cotées en bourse. Si on regarde, on prend vraiment une photographie mondiale. Je pense qu'on peut dire. Si on maintenant revient dans nos environnements également, je pense qu'on peut également faire part d'un certain nombre de résultats positifs pour les femmes. Je pense qu'il faut toujours voir peut-être le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Cela étant dit, on n'a pas de raison aujourd'hui non plus d'être complaisant par rapport aux résultats qui ont été achevés, parce que je pense qu'il reste encore énormément de progrès à faire et que le chemin est semé d'embûches pour les femmes. Et on a parlé d'éducation. Alors, les femmes sont toujours doublement touchées par toutes les crises. Elles en payent toujours le plus lourd tribut, quelles que soient ces crises. Okay? Quand on est dans des pays comme en Afrique notamment, je veux parler de la zone du Sahel, au-delà du Mali, je suis en charge d'autres pays du Sahel. Tout à fait. Les systèmes éducatifs font partie des systèmes les plus faibles au monde. Regardez le capital humain, si vous regardez sur les pays. En termes quantitatifs et qualitatifs. Voilà. Alors, non seulement, quand on regarde les 30 pays où le capital humain est le plus faible, les 25 sont des pays africains. Capital humain, ça veut dire que c'est vraiment, c'est pas bon vivre là-bas qu'on souffre. Non, c'est surtout le capital humain. Parce que capital humain, nous, on ne connaît pas ce terme-là. Il évalue surtout la santé, l'éducation et la capacité de cette personne à pouvoir être productive. Okay? Donc, sur toutes ces données-là, malheureusement, les pays africains sont malheureusement à la traîne. Alors, quand on vient maintenant dans notre sous-région, encore au Mali, vous verrez que simplement 25% des femmes ont accès au système éducatif. On a seulement 25% de femmes qui sont parlé hier. Oui. Contre 45% des hommes, qui est déjà faible pour un pays. Mais vous voyez, comme je vous dis, à chaque fois... Donc, hommes ou femmes, on n'a même pas atteint les 50%. Non. Donc, ça veut dire que la majeure partie de nos populations ne sait ni lire ni écrire, en tout cas dans la langue étrangère ou même l'alphabétisation. Ça, c'est dommage. Donc, ça, c'est déjà, c'est quand même un problème majeur. C'est même, j'allais dire, une urgence qui mérite toute notre attention. Par rapport à l'éducation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect accès à l'éducation, à l'école, mais il y a aussi la qualité de l'éducation. On réalise aussi, et ça, malheureusement aussi, le Mali et les pays du Sahel font partie de ces statistiques peu enviables, que même pour quand on a atteint l'année, quand on a fait toute sa scolarité, en termes quantitatifs, ça revient à 2,6 années, comparativement au monde. Les managers sont là, je pense que les chefs d'entreprise que vous êtes. Je pense que ce sont des statistiques qui invitent à... Jusqu'à la terminale. Tu fais 12 années, c'est comme si tu as fait seulement moins de temps. Comparativement au reste du monde. Okay? Donc ça, ce sont des statistiques qui nous invitent à beaucoup de
Réflexion. de réflexion et d'humilité de l'éducation est en crise. Alors, et malheureusement, on voit la corrélation entre l'éducation, le capital humain même pour être plus inclusif, l'autonomisation des femmes et le développement économique. Intimement lié. C'est intimement lié. Et aujourd'hui, quand on parle d'autonomisation des femmes, je dis toujours, ce n'est pas une question simplement de justice sociale, c'est une question de politique économique. Si nos pays veulent sortir du cycle vicieux de la pauvreté, c'est une nécessité impérieuse que les femmes fassent partie de cet agenda-là. Donc, quand on revient à l'école, bon, je comprends ce qu'Anouka a dit. Là où j'ai peut-être prendre un tout petit peu un avis, bon, c'est le combat l'a dit, j'ai tendance à vouloir juste prendre un contrôle, c'est de dire qu'est-ce qu'on attend de l'école. L'école est loin d'être parfaite, il y a beaucoup de réflexions, y compris à notre niveau en tant qu'institution. Quel type d'école, sur les curriculums. On continue d'essayer de travailler sur les curriculums avec le gouvernement, bien entendu. Mais aujourd'hui, quand on réfléchit, est-ce que c'est le rôle de l'école d'éduquer nos enfants à 100%? Nos parents n'étaient-ils pas dans des systèmes qui étaient peut-être même plus aliénants, qui leur disaient que leurs ancêtres étaient des Gaulois? Pour autant, est-ce qu'ils ont perdu leur identité? Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose ces questions-là. Est-ce que l'école, la première école qui est la cellule familiale, est-ce qu'elle continue de jouer son rôle? Est-ce que le père et la mère et la société, parce que dans notre société, l'enfant était élevé par toute la société. On ne pouvait pas se faire aller dans la rue et d'avoir certains comportements, parce que même si vos parents n'étaient pas là, la société, la communauté était là. Donc, je pense qu'il faut quand même, au-delà de ce débat sur l'école, qui est vrai, sur lequel je suis tout à fait d'accord, il faut évoluer, il faut faire avancer les choses, il faut que ce soit en adéquation. Mais il ne faut pas non plus que l'on mette la faute exclusivement sur l'école. Je pense qu'on regarde ce miroir en face de nous. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Oui, je pense que c'est un pas. C'est cette responsabilité individuelle à laquelle je nous invitais auparavant, en disant, nous, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux faire? Comment je peux permettre à mon enfant de ne pas être que le mien, mais d'être l'enfant de cette communauté? Comment cette communauté va lui inculquer des valeurs? Comment moi-même, dans mon comportement, je suis en train d'inculquer des valeurs à ces enfants-là? Donc, je pense qu'il faut travailler sur beaucoup de tableaux. C'est une question qui est délicate, c'est une question qui est complexe, mais encore une fois, qui est tellement importante qu'elle mérite notre attention. Oui, tellement importante. Et là, je regardais Fatou, je pensais à certaines de nos conversations et des conversations que j'ai aussi eues avec Assa en privé, le fait qu'on doit être là pour compléter. Mais je pensais au modèle asiatique. Hein, tu as fait beaucoup l'Asie, même c'est l'Asie centrale. Mais on sait qu'eux, quand même, ils ont pu, sans complexe, se ressourcer sur leurs valeurs positives, concilier l'école moderne, le numérique et tout, mais rester foncièrement indien, rester foncièrement chinois, rester foncièrement coréen ou japonais. Donc, je pense que ça aussi, ce modèle, peut-être quelques pays africains sont encore un peu mieux que d'autres. Là, je pense à peut-être l'Afrique centrale qui bouge, mais qui aussi reste un peu ancrée dans les traditions. Valérie, on est en train d'aller un peu dans ton domaine. Je ne sais pas, tu voulais ajouter quelques mots avant qu'on redonne la parole à Edmond? Je voulais juste te dire qu'effectivement, en dehors des acquis de l'école, etc., et on le voit dans ce qu'on demande comme compétences, nous, dans le domaine dans l'emploi, l'employabilité, etc., c'est aussi toutes les postures, la façon de se comporter, l'éducation qu'on a eue, mais nos valeurs qui nous ont été transmises par la société, par la famille, etc. Et ça, honnêtement, moi je suis là quand même depuis 16 ans, je prends cet exemple-là parce que c'est celui que j'ai sous les yeux, on voit bien que ça s'est délité, hein, clairement. On a l'impression que, voilà, où sont toutes ces belles valeurs-là? Il y a des moments où on ne les voit plus dans les jeunes. C'est le mot de se ressaisir. Donc, l'école est défaillante au Mali, ça, c'est un secret pour personne, mais et même l'éducation de base. Donc, effectivement, c'est un problème. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les familles sont aussi un peu des missionnaires par rapport au rôle qu'elles devraient jouer. Et ça fait mal au cœur parce que quand on dit oui, mais chez nous, en Afrique,
les enfants ne font pas n'importe quoi. C'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Mais finalement, maintenant, on voit tout le monde. Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Et personne ne réagit vraiment parce que justement, ces valeurs de société sont un peu perdues. On ne se voit pas aller réprimander un enfant qui n'est pas le nôtre. Maintenant, on va se faire. Donc, tout à fait. Il y a la tata qui veut parler aussi, Madame Koulibaly. Et je vois qu'il y a un chef de famille qui nous a rejoint. Ça serait bien aussi parce qu'on est au Mali, hein, l'homme demeure le chef de la famille. Hein, donc, on va aussi vous écouter un peu avant de donner la parole. En fait, je pense que le problème se trouve au niveau de la cellule familiale. Je l'ai toujours dit. C'est le fondement. Non, c'est le fondamental. Tout à fait. Aujourd'hui, son propre enfant, tu ne peux pas lui donner la fessée à ton propre enfant, à plus forte raison de donner la fessée à l'enfant de ton voisin. Tu donnes la fessée à ton enfant et il va à l'école, l'éducatrice lui demande est-ce que ton papa t'a frappé, est-ce que ta maman t'a titillé, et voilà les problèmes qui commencent. Mais bon Dieu, nous tous qui sommes réunis ici, qui n'a pas eu une petite fessée? Ça tue qui? Un peu plus même que des fessées, mais ça nous a un peu endommagé aussi. De bastonner un enfant, mais un enfant est un enfant. Un enfant, pour moi, c'est une patte qu'il faut modeler. Si tu ne la modèles pas, plus elle grandit, plus elle ça serait difficile. Et elle va partir dans l'enfant va partir dans tous les sens. C'est ce que nous voulons dire. Les parents ont dépris sur nous. Des pères de famille qui sont là, des mères de famille qui sont là. Leurs enfants, souvent qui n'ont même pas 15 ans, qui rentrent à la maison avec une moto, avec un véhicule, avec de l'eau. Sans qu'on demande, ça vient d'où? D'où ça vient? Okay. Vous voyez, un enfant qui a été éduqué comme ça, que voulez-vous qu'il soit plus tard? Ça devient difficile. Ça devient difficile. Donc, je pense que le travail qu'on devrait le faire nous-mêmes d'abord en tant que parents, avant de mettre l'enfant dehors. Ok, nous sommes interpellés. L'école ne pourra jamais se substituer aux parents. Tout à fait. Donc, on va maintenant aussi écouter un de nos chefs de famille qui nous a rejoints. Si vous pouvez vous présenter peut-être. Et merci infiniment d'être là, même si vous semblez être un peu en minorité. Mais nous, on est tout le temps en minorité. Moi, c'est Ali Koné. Il connaît. Je suis donc l'ingénieur OK. Donc, je prends part, je suis très intéressé par rapport à ce que je dis. Je pense que madame a vraiment dit la secondaire. Hier, dans les sociétés africaines, l'enfant était éduqué par la société. Donc, tes oncles étant, tout le monde participe à l'éducation de l'enfant. Dans la société, dans la rue, on voit un enfant qui est en train de faire un tel comportement qui n'est pas normal, et de suite, la société interprète. Il faut le dire. Je me rappelle tout petit quand on partait au plage, je venais avec la tête qui n'est pas bien, les cheveux sont tout petits. Un vieux vous dit tout de suite, il vous rase. Il fait à ça, il vous rase, puis il met les cheveux dans un sachet, et puis là, il va à la maison. Tout ça, là, c'est l'éducation qui était menée par la société. Comme la société a démissionné, les familles aussi ont démissionné. La maison, le père a un certain rôle qui doit jouer, la maman, c'est pareil. Si ce n'est pas fait, donc il y a un problème. L'environnement aussi doit participer. Aujourd'hui, c'est ce qui fait. Si jamais vous touchez à un enfant aujourd'hui, vous retournerez à la police. Même à l'école où nous étions battus, tant si tu fais retourner à l'école, ils mettent vous corriger. Et donc, chacun prenait les choses au sérieux. Aujourd'hui, vous tapez un enfant à l'école, vous avez le cœur sur le dos. La société aussi, c'est pareil. Vous voyez un enfant en train de faire des choses dans la rue, vous voulez le corriger. Tout de suite, il va vous dire non, je ne suis pas mon papa. Ok, merci. Son père même peut intervenir pour qu'il dise non. Merci donc, infiniment, M. Koné. Je pense que on est interpellé. On est interpellé en tant que parents. Donc, non, c'est un plaisir de vous avoir. Monsieur Moukala qui doit nous quitter très bientôt, donc nous voulons aussi recenser vos opinions par rapport à ça, même si c'est une conversation informelle. Je sais que l'UNESCO quand même appuie beaucoup notre État dans tout ce qui est la stratégie éducative d'une manière nationale. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, étant donné que vous-même vous êtes celui qui a suggéré qu'il faut cette intégration entre l'éducation familiale et l'instruction reçue à l'école? Unmute. Oui, unmute. Voilà.
Alors, je ne sais pas si je vais Parfait. répondre directement sur ce point parce que je crois que c'est vraiment un long débat, mais je vais d'abord encore me souscrire donc à l'intervention de Mme Khan sur ce point. J'ai vécu en Asie près de 16 ans. J'ai vu un peu le système asiatique, comment la relation entre les pratiques culturelles, les coutumes sont intégrées dans le système éducatif. Un enfant chinois est invité déjà dès l'école primaire à maîtriser un instrument traditionnel. Mais cet instrument traditionnel procure en lui aussi un désir et une appréciation de sa propre culture et une fierté même en fait de son identité culturelle. Et je crois que quelque part déjà, ça montre comment la Chine, pour prendre que le cas de la Chine, mais c'est la même chose au Japon et ailleurs, on arrive déjà à inculquer et à apporter donc ces éléments dès le bas âge et l'appropriation vraiment de cette identité culturelle, être l'ambassadeur en fait de sa culture. Donc je crois que quelque part, ça peut être déjà, il y a des solutions que nous pouvons envisager dans le futur. Un autre point où j'aimerais aussi évoquer, je vais juste vraiment toucher des points parce que je crois que nous touchons des dimensions qui nécessitent vraiment beaucoup de débats. L'autre élément pour moi, c'est important quand même de ne pas oublier que l'Afrique a été profondément meurtrie à travers des siècles. Comprendre l'état du continent africain aujourd'hui sans comprendre l'impact profond de la traite négrière et l'esclavage, sans comprendre l'impact de la colonisation, serait carrément, en fait, ça serait trop facile de juger l'Afrique sans prendre en compte, en fait, cette dimension. Et ça arrivait à ce que, donc, Madame la Présidente évoque ici, ça a touché les cellules familiales et ça a carrément vraiment apporté à un certain niveau une vraie destruction. Que cela ne tienne, il y a une chose aussi que je dois quand même rappeler, que nous, avec les linguistes, on essaie d'analyser ce phénomène. Malgré le mur de Berlin en Afrique, où les pays ont été repartis selon donc les intérêts d'un des pays coloniaux, quand nous regardons la carte des langues africaines, je prends par exemple la région Yoruba, ben, vous les retrouvez du Bénin, Togo, Ghana, Nigeria. Un Ghanéen, mais qui est Yoruba, a cette révérence envers la famille royale, envers la royauté donc Yoruba, qui se trouve au Nigeria, par exemple. Et nous voyons aussi que l'interaction, même l'intégration africaine économique, je pense que continue encore à fonctionner quand nous regardons en fait cette carte linguistique de l'Afrique, qui est en fait une carte qui représente en fait les anciens royaumes avant la traite négrière et l'esclavage. Je laisse cette partie parce que ça soulève, ça ouvre une dimension potentielle, explorable, où nous pouvons trouver encore des racines pour reconstituer ce qu'on a perdu à travers dans ces deux phases critiques de l'histoire donc du continent africain. L'autre point où je veux aussi donc ouvrir, j'ouvre que des brèches, hein, mais sans trop répondre totalement, sur le cas au niveau donc de l'homme, la relation entre l'homme ou les parents, mais surtout l'homme. Je peux prendre l'occasion vraiment pour nous interpeller et aussi dire une vérité. La vérité, c'est que nous avons des pratiques, nous avons des coutumes. Le peu que j'ai pu étudier, que ce soit pour le Royaume Congo, par exemple, on a eu des reines sur le qui gouvernaient sur le royaume. Alors, si la femme est arrivée jusqu'au point d'être reine, parce que ça se faisait par élection, c'était 12 provinces qui disaient le roi ou la reine. Donc, ça montre bien que la femme, déjà, avant la traite négrière et l'esclavage, était déjà arrivée au point où elle pouvait diriger nos royaumes. Pourquoi aujourd'hui, quelque part, on a l'impression, en fait, qu'on est reparti encore à zéro et puis on essaie de lutter pour qu'elle arrive. Il y a quelque chose qui s'est passé, je n'ai pas la réponse, mais voilà, en écoutant, je me dis, mais c'est vrai, comment on a eu des reines, et puis ce n'étaient pas des reines, ce n'étaient pas des familles royales. Par exemple, pour le cas du Congo, du Royaume Congo, ils étaient élus, donc il y avait même un système démocratique. Mais je m'arrête là. Je m'arrête là. Je reviens donc sur l'homme. Je crois que nous, les humains, les hommes, dans notre égoïsme,
on a abusé un peu de certains nombres de nos privilèges pour faire asseoir les avantages de l'homme au détriment de la femme. Et avec les siècles, on est en train de récolter un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je suis persuadé que dans l'ancien temps, il y avait un équilibre. Cet équilibre, nous le retrouvons dans le Kourkafougan, que la charte mandée, qui démontre encore comment toutes ces dimensions étaient bien réfléchies et vraiment bien articulées. Et donc, je termine avec toujours la phrase d'Aimé Césaire, je l'aime bien, parce qu'en fait, il dit des vérités d'une manière poétique et ça dit tout. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Et oui, on est atteinte parce que quelque part, je parle de nous les hommes, on est en train de récolter le fruit de notre cupidité, égoïsme, et savoir qu'en fait, permettez-moi le terme, Dieu nous a mis sur terre au même pied d'égalité, et ce n'est ni la religion, ni les pratiques, ni les coutumes, ni nos traditions ont voulu que l'un soit au-dessus de l'autre. Non, je crois que c'était plutôt qu'il y avait une complémentarité, les rôles différaient, mais il y avait cette égalité qui était bien là affirmée. Et je termine donc toujours dans cette situation, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Je crois que ça, c'est quelque chose un peu à la honte de nous les hommes, de ce que nous avons produit, et que le fruit, c'est ce que nous essayons de récolter. Et c'est ça qui amène donc la femme à revenir sur la scène donc qu'on a fait abandonner, et qu'elle reprenne sa place légitime au même pied d'égalité que l'homme. Et dans ces efforts, dans ces efforts-là, je voulais juste, si vous me permettez, évoquer un peu le programme Spotlight financé par l'Union européenne en collaboration donc avec le système des Nations Unies, que nous essayons de mener donc à travers le monde, qui donc essaie d'adresser donc les violences à l'égard des femmes, les filles, et aussi voir aussi comment le pouvoir économique, parce que cette discrimination ou la violence basée sur le genre est aussi liée à le fait que le pouvoir économique de la femme n'a jamais été adressé vraiment dans tous les enjeux de ces violences. Et donc, voir à travers des projets concrets, restaurer la dignité, le pouvoir économique, et aussi sa responsabilité dans la construction de notre société. Voilà un peu en quelque sorte ce que je pourrais dire sur les différents points que vous avez évoqués. Je ne sais pas si j'ai raté. Merci, M. Moukala. Peut-être vous allez rester encore quelques minutes, mais je sais qu'on vous avait seulement sollicité pour 1 heure de temps, étant donné que votre agenda est super chargé. Mais merci infiniment, et surtout pour ces mots de sagesse, de rappel du sage Aimé Césaire. Mais j'ai particulièrement aimé l'autocritique que vous avez pu faire en tant qu'homme masculin, et reconnaître que peut-être il est l'heure de la correction. Et j'ai aussi beaucoup aimé encore le fait que vous avez rappelé qu'il faut qu'on se connaisse en tant qu'Africaine, que le féminisme n'est certainement pas une idée importée, que le féminisme est foncièrement africain. Vous avez parlé de l'histoire du Congo, mais on peut aussi aller à l'Égypte ancienne où on a eu des pharaons femmes. On peut voir l'histoire de l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée à cause d'une femme. Donc, on a nos pleines histoires. Sundiata, tout le pouvoir de Sundiata vient de qui? Il a eu reçu comment? Donc, je pense que tout ça, il y a beaucoup de connaissances, et merci aussi de ce rappel de la charte de Kourkafouga qui, à son article 16, dit bien que les femmes, malgré toutes leurs occupations, doivent être associées à tous nos gouvernements. On pouvait dire peuvent, mais on n'a pas dit peuvent, on a dit doivent. Et je pense que tout ça, c'est très, très important. Et le fait aussi de rappeler le projet Spotlight, qui vraiment est une aubaine, mais encore, nous savons que il y a plusieurs exemples ici. Je vois mes confidentes, mes sœurs qui sont là. C'est vrai que l'autonomisation économique de la femme est très, très importante, mais on a besoin de plus. Et je pense que la dimension droit des femmes doit être vue dans sa globalité, parce qu'avec l'autonomisation économique, il y a beaucoup d'autres mots qui viennent s'ajouter aussi. Mais c'est vrai que qui n'a pas l'argent, qui n'a pas le pouvoir d'achat, n'a pas la parole. Ah ouais, il y a une question? Il y a beaucoup de questions. OK. Mais bien sûr, vous pouvez parler. On a demandé, donc, Kingi Bizio,
L'équipe choc de famille Bla, il faut nous dire s'il y a des questions avant que Edmond ne décroche, s'il y a des questions qui s'adressent à Si vous Edmond. me permettez, c'est juste un petit discours de 10 minutes et je reviendrai. Si vous me permettez, Super. je fais le discours et puis je vais revenir. Merci. À tout à l'heure. Merci, Forchi. À tout à l'heure. Oui, les questions? Alors, je poursuis avec une question qui est directement adressée à Madame la directrice. La personne dit: bonjour, je suis très ravie de vous suivre depuis la Pologne. Vraiment, merci pour cette belle initiative. Je serais ravie d'entendre ma réponse à la question de la part de Madame Spina. Quelle image avez-vous de la femme actuelle du monde entier? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si je lis toutes les questions à l'écran. Bon, allez-y, oui, vas-y. Alors, on a une deuxième question. La personne commence en disant: c'est vraiment un plaisir de voir venir. Les salutations, c'est bon. Allons-y aux questions. Donc, la question, c'est comment pouvons-nous donner l'exemple à nos sœurs, un exemple de leadership à nos sœurs africaines qui évoluent avec leur temps? OK. Des conseils, des exemples. Des conseils, des exemples. Et une autre question: comment apprendre les valeurs du leadership à des dames qui ne sont pas allées à l'école? OK. Donc, je m'arrête là avec cette vague-là et je prends une prochaine vague. OK. Merci à tout le monde, toutes ces personnes qui nous suivent de par le monde sur Kingi Visio. Merci infiniment et merci aussi à ceux et celles qui nous suivent sur Moussoya, la page MUSOYK. Mais n'oubliez pas surtout d'aimer et de partager afin que le maximum de personnes puissent nous suivre. Chers amis, Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale, pas que pour le Mali, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, 4 pays que vous couvrez, mais c'est nous qui avons le privilège de vous avoir aujourd'hui avec nous. Vraiment, c'est une aubaine. Maintenant, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des caractères que le leadership devait incarner. On a reconnu qu'en tant qu'Africains, nous devons définir notre propre modèle. Mais on sait que vous accompagnez l'État, même je dis, vous activez des choses que la société civile a besoin de voir en notre État. On a vu l'exemple palpable aujourd'hui. Nous voulons tenir mais malheureusement, EDM nous a failli. Or, vous pompez de l'argent dans l'EDM. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire aujourd'hui en tant que femmes leaders, en tant que communauté, pour aussi vous appuyer dans vos tâches? Quelles synergies peuvent se dessiner entre vos institutions, les institutions de Bretton Woods, les Nations Unies d'une manière générale et la société civile? Alors, je vais, avant de répondre à ta question, et celle peut-être d'abord des personnes qui nous font la gentillesse de Tout à fait, y compris depuis la Pologne et que je salue. Est-ce qu'il y a un modèle de femme leader dans le monde? Oui, mais avant ça, on a parlé, je tiens quand même à juste dire, on a parlé de l'éducation et de frapper les enfants. Personnellement, je m'inscris en faux contre la violence de toutes sortes qu'elle soit, y compris vis-à-vis des enfants. On peut les sans frapper. Et la violence amène la violence. Donc, si on veut, de la même façon que j'invite les femmes aussi, cette violence qu'on voit parfois exercer sur les domestiques, bannissons la violence tout simplement. Essayons avec les mots, avec notre capacité et de persuasion. Je voulais je pense qu'il est de mon devoir de dire quelle est ma opinion personnelle par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'image que j'ai des femmes, la première image que les femmes dans le monde, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, c'est respect. Quand on sait toutes les difficultés auxquelles elles font face et qu'elles puissent, malgré ces difficultés-là, continuer de jouer leur rôle dans leur famille, leur rôle dans les entreprises, les rôles au champ, les rôles dans les usines, moi, la première chose que je dis, c'est le respect. Ça, c'est vraiment la première image. Et il ne s'agit pas, encore une fois, d'idéaliser la femme. Mais, et dans toute société, tout groupe, évidemment, il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais je tiens à dire que la première chose à laquelle je pense quand je vais sur le terrain, que je vois une dame, des femmes avec leurs enfants sur le dos, qui vont au champ, qui vont récupérer ou qui vont au puits puiser de l'eau, c'est deux choses. Je réalise à quel point, en tant qu'institution comme la Banque mondiale, dont l'objectif, je suis rappelé, c'est de réduire l'extrême pauvreté et de à une je vois le chemin qui nous reste à parcourir. Pour nous, pour les politiques, qui sont les premiers responsables, on est là pour les accompagner. Ça, c'est la première chose, de mesurer le chemin qui nous reste à faire. Mais aussi, beaucoup du réaliser la chance que
nous avons nous pouvoir être dans cette pièce, même si on se plaint des allées de EDM, sur lesquelles on pourra revenir. C'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on réussit moins? Mais c'est aussi une chance en partie de ces privilégiés dans le monde d'ailleurs, j'ai envie de dire, et encore plus en Afrique, qui pourront aujourd'hui librement nous asseoir dans le confort que nous permet M. Diawara. Tout à fait, vraiment, et toute son équipe. Merci beaucoup, vraiment. Donc, je pense aussi, c'est le moment pour moi, je réalise également ce privilège-là et ça me donne de l'humilité et de la reconnaissance voilà, par rapport à ça. Donc, par rapport à la première question sur l'image, je pense que c'est ce que... Mondiale, est-ce qu'il y a une image mondiale de la femme? Non, je dis... De la Pologne? Non, voilà, c'est ça. Elle demande quelle image moi j'ai, c'est ça, c'est le respect. Vraiment de voir des personnes qui se battent pour que leurs enfants sortent, comme on dit, on sait que les femmes, et ça ce sont des études économiques qui le disent, quand elles ont des ressources, ces ressources sont reversées à la communauté. Tout à fait. Elles servent à la communauté parce qu'elles vont d'abord elles mangent jamais seules. Que leurs enfants, que leurs voisins, maris, que leur communauté. Donc ça, on ne peut que respecter ça. Maintenant, pour donner des conseils à nos sœurs, honnêtement, encore une fois, je dis l'humilité. L'humilité fait que je n'aime pas me positionner en donneuse de leçons ou de conseils. Je peux simplement dire, voilà ce que j'ai vu qui a marché chez des gens, voilà peut-être ce qui pourrait marcher. Mais encore une fois, chacun doit aller au fond de sa personne. Au fond de sa personne et écouter sa voix, ok, et chercher sa voix. Ok, on s'entend bien. Donc, on écoute sa propre voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Mais cherchez votre voix. Peut-être que c'est celle qui a été tracée par vos ancêtres, c'est celle qui a été tracée par vos parents, c'est celle qui a été tracée par d'autres. Mais allez, je ne suis pas un modèle. Je suis une personne qui reconnaît avec mes qualités, avec mes défauts, avec mes vulnérabilités. Donc, je ne veux pas me poser en modèle ou en donneuse de leçons. Par contre, comme je dis, il faut que chacun se dise les choses ne vont pas changer si je reste ici. Croise les doigts. J'ai vu Maître la dernière fois et j'étais vraiment ravie de voir quand elle a été dans sa communauté. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais je me permets de la voir aller dans son quartier, dans sa communauté, s'habiller comme les femmes de son quartier, leur parler dans un langage qu'elles comprennent et leur permettre aussi de réaliser. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration. Donc, honnêtement, si chacun... Parce que le leadership, ce n'est pas d'en haut, hein. Ça se passe en bas. Si chacun d'entre nous se dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Que ce soit au niveau économique, quand vous êtes au niveau de la mine, ou au niveau de la société de sécurité, ou tous les niveaux où vous intervenez, je pense qu'il est bon. Aujourd'hui, je pense que c'est ça que je peux dire. Hein. Regardez ce que font les autres. Regardez ce qu'il y a de bien. Et regardez-vous, qu'est-ce que vous voulez faire de vous? Et regardez avec ce que je dis, essayez d'être la meilleure version de vous-même. Vraiment, à chaque fois, allons vers la quête de nous, d'être meilleur, d'être tous les jours un peu mieux. Mais c'est une quête difficile, hein, c'est une quête, mais je pense qu'elle est possible. Soukaina, si vous permettez, je pense que c'est une quête difficile, mais en même temps, ce que je voudrais peut-être dire, il faut se mettre trop la pression dessus. Parce que personne ne demande quel est le modèle de cet homme moderne, masculin. Donc, je pense qu'il faut aussi reconnaître que les femmes, nous sommes plurielles, nous avons des aspirations diverses. C'est vrai qu'une leader ou un leader doit toujours servir, ta vie doit servir à quelque chose. Chez nous, on dit, Togo, quand tu n'es pas de ce monde, qu'est-ce que tu aurais laissé, quelle vie tu aurais impacté? Mais aussi, vraiment, ce pas trop de mettre de pression pour dire, est-ce que j'incarne? Les hommes ne se mettent de pression. S'il n'y a pas de modèle type d'homme masculin leader, il ne doit pas avoir de modèle type de femme aussi leader. Et ce que je vais dire pour ceux qui samedi passé, nous étions avec Stella Bidé. On a beaucoup parlé de ce thème. Comment suivre ça quand on est défini par autre. Un leader là en soi qui peut vouloir quelque chose en un moment T, mais en un Y va vouloir aussi changer. Être vrai, même toujours, si bien dit, la meilleure version de soi. Donc, regardez nos différentes plateformes sur qui Soya. Vous pouvez retrouver au même sur YouTube la conversation qu'on a tenue samedi à ces questions. Valérie, vous voulez ajouter quelque chose? En fait, je pense que la femme aussi doit se dire qu'est-ce que je veux
mais aussi et surtout qu'est-ce que je ne veux pas et qu'est-ce que je refuse. Parce qu'en fait, je trouve qu'on a beaucoup de mal à dire quand même. À certains moments, et peut-être qu'il y a des choses quand on parle de la violence économique, de la violence physique, de la violence psychologique que les femmes subissent, c'est quand même monstrueux. Et à un moment donné, alors c'est facile à dire, tu n'as pas ton indépendance économique, effectivement, mais ça peut être aussi un juste milieu à trouver entre ce que je n'accepte pas, ce que je ne veux pas dans ma vie, leader ou pas, mais déjà se libérer de certaines choses qu'on ne veut pas dans ma vie, et après peut-être pour mieux s'épanouir. Parfait. Fatou, tu veux ajouter quelque chose? Valérie, merci beaucoup. Qui voudrait... Ah, ok, la présidente? Okay. Donc, c'est Assa Doucouré, la présidente de AFEMI, l'Association des femmes du Mali. C'est le projet qui trouve la femme mondiale. Donc, je voudrais dire simplement que moi, je voudrais ajouter quelque chose. Bien sûr. Moi, je pense que réellement, la femme actuellement, elle est confrontée à une situation où les hommes, une société patriarcale. Donc, on a beau dire... Patriarcal ou matriarcal? Donc, on a beau dire, on a besoin de s'assumer et vraiment de se battre et vraiment de convaincre. Donc, il faut que ces femmes-là, qui réellement sont elles-mêmes, qui ont certaines valeurs, qui puissent inspirer les autres. Et donc, servir d'exemple. Parce qu'on a besoin d'avoir des modèles de femmes pour pouvoir aller les suivre. Oui, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, je comprends ce que Soukéina, parce que des fois, on idéalise, on est des êtres humains. Moi, je sais ce que je dis peut-être quelque chose en Kadi. Tu aimes quelque chose en Fanta. Tu aimes quelque chose en Soukéina. Donc, que tu aimes, tu peux les utiliser comme modèle, mais ne dis pas, voici, je veux devenir pour ça comme Kadi, parce que le jour où tu sauras quelque chose d'un défaut de Kadi, tu seras déçu, parce que nous sommes tous faillibles, nous sommes tous humains. Donc là, chacune doit s'inspirer. Ici, chacune dans ce sont des modèles. Des modèles donc, mais quand même, on a besoin d'admirer. On a besoin d'admirer. Vraiment, j'ai besoin d'avoir le modèle jusqu'à présent. Et j'aimerais aussi que quelqu'un puisse m'admirer. Et je travaille dans ce sens en étant moi-même. C'est vrai. Voilà. Mais en tant qu'Africain, c'est tellement difficile soi-même ou de dire oui, je suis. Amadou veut parler. Amadou, oui. C'est la vie de tous les gens. On pose des gens. Mais on a besoin de connaître dans les personnes. Par exemple, qui a monté dans Maëva, tout à fait. Je la connaissais personnellement. Je veux dire que j'ai de notre Kadi. Tout à fait. Tout à fait. Amadou? Si vous regardez, juste après, vous allez voir qu'il y a la photo là. Non, j'ai des photos. Parce que chacun a son époque. Quelque part avec mon vie, pour entendre le progressement de la vie. Je me dis, les hommes ont ces femmes aujourd'hui, ils ont besoin de ces femmes. Je pense que c'est les faut le faire. Cela va permettre tout simplement à accepter en fait ce qui est la cas aujourd'hui. Est-ce que la femme dit ça veut dire que ça va permettre d'aller au. Et moi, je pense en train de m'écrire des messages de partout. Mon cher ami, je pense que tu devrais faire ça. Plutôt à 10 ans, tu as réussi à avoir la Banque mondiale. C'est ça qui est l'union de la force. On parlait de débat, aujourd'hui, de facto, c'est une femme qui est malienne. Tout à fait. Tout à fait. Et hier, on a avec Beneta Diop. Tout à fait. Mais on est des Africains et c'est difficile. Je pense que Souna ne peut, ce qu'elle a dit, ce qu'on attend,
on l'a si on voit un modèle, je l'ai dit, donc elle fait tout pour ce qu'on a voulu cette personne avec elle pour l'opportunité de la davantage, de la côtoyer, de poser des questions et vous allez voir que c'est très très abordable, toujours prête à servir. Donc on est prêt à 18h. Je ne sais pas si vous... Oui, juste pour quand même, les personnes qui nous suivent, genre... Tout à fait, sur Kingi Busy. Voilà, Facebook. sur Kingi Busy, il y a une question à laquelle on a répondu, et je pense qu'il faut reprendre. C'est est-ce que le leadership des femmes doit être à l'école? Et là, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Moi, je suis l'exemple de ma mère, jamais l'équipe, moi, vraiment, une source d'inspiration. D'abord, c'est une source de sagesse, j'ai énormément appris à côté d'elle, par rigueur, autonomie, elle était déjà une femme qui se prenait en charge, qui prenait en charge sa famille, qui amenait des choses à ses enfants et même à ses petits-enfants, rigueur, des choses dont beaucoup de personnes aussi ont ces exemples. Je pense que, encore une fois, l'école est importante, l'apologie de l'illettrisme, bien au contraire, mais n'exclut pas les personnes qui sont là, ou qui ont là, et qui ont de vrais leaders, qui nous ont inspiré, qui ont contribué à la société, à impacter positivement la société. Je pense que pour revenir, comme je dis, c'est d'avoir des modèles. On a tous besoin. Mais encore une fois, comme je dis, aller être un modèle et réaliser, c'est deux choses différentes. Je pense que c'est bon qu'on ait des modèles qui tirent vers le haut. Moi, j'aimerais entendre cette dame qui est de la NASA, bien sûr, qu'elle nous dise un peu qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle est arrivée. C'est une fierté si extraordinaire. Et encore une fois, et je pense aussi, c'est le concept enracinement dont on parle, et cher au président enracinement d'ouverture. Et c'est pour ça que c'est que je me définis d'abord comme africaine, mais aussi comme une citoyenne du monde. Je pense qu'au fond, nous-mêmes, nous sommes tous africains. Nous aspirons à la même chose. Et le fait que nous-mêmes, nous, tant que femmes, nous essayons de nous définir comme dans une boîte, disant ah moi je suis sénégalaise, je suis Peul, je suis tout, mais je suis citoyenne du monde. Et aujourd'hui, quand je travaille dans l'Asie, en Ukraine ou au Pakistan, je reconnais dans ces personnes-là, je reconnais l'humanité qu'il y a en chaque personne. Et ça, je pense que c'est important. Puisse-nous être les vecteurs de cette ouverture, les vecteurs de l'humanisme. Merci beaucoup, Sophia. Merci pour les mots de sagesse. On revient pour les mots de culture. On va alors demander à notre sœur Halima Dia. J'espère que Ali aura l'opportunité de te voir sur ce plateau, parce que c'est important. Donc, je vais avec toi. Combien de temps combien de temps tu es sur cours pour qu'on puisse encore approfondir les échanges. Alors, Halima Dia fait quoi exactement? Organisation, comment faire venir. Je travaille avec l'aide, l'USAID, les organismes qu'on voit sur les centrales, l'Afghanistan, nous travaillons avec les forces aussi avec la maison centrale, nous avons la ligne à ligne. Tout à fait, tout à fait. Nous, on matin et sous le et les inondations maintenant, nos hivers, là, c'est le travail, c'est de collecter des données, de pouvoir à travers ces données atmosphériques, de prévenir ce qui pourrait arriver dans 3 semaines. Et quand on veut faire de tel boulot, de telle activité professionnelle? Bon, par rapport au Mali, moi j'ai commencé au Mali avec des autres publics. Donc de là, je suis partie. Public, hein? Oui, public. Voilà. Donc à ça, j'ai continué au niveau de la faculté des sciences et technologies. Et à cette Université du Mali. Université du Mali. Et durant cette époque, il y avait un programme des Nations Unies. Nous avons eu la chance d'avoir des professeurs comme Jola Barayo, Aruna Maïko, des États-Unis. Ils nous ont donné des cours et ils étaient très éloquents et captivants.
nous ont tous poussés, surtout les filles, il y était au moins 3 filles sur 100 élèves. Et voyez tellement la différence dans leur vie. J'ai eu la première bourse qui a été donnée par. Non. C'est pas une tonton qui a le bras long. Ça arrive, Mali, c'est en train de se passer. Si tu n'es pas fille de quelqu'un, tu n'es pas fils de quelqu'un, ça le compte plus zéro. Mais elle est très jeune. Donc, on parle de la République des années 80. Et pour l'anecdote de jour, pour le concours, j'avais fait un photo dans la brosse mineure, elle avait trouvé, elle pouvait fixer mon dos, je n'étais paraplégique. Maman m'a dit, ah, Lénie, en fait, je suis pas là, je ne peux pas aller. Elle m'a mis dans un hôtel d'ambulance. Merci à maman. Elle savait que tu pouvais. Elle a dit, tu vas faire le test, tu passes, tu ne passes pas ça. J'ai fait le test, j'ai étudiants au moins 5 ans, j'ai été la seule. Mais ce n'est pas une petite nation. Ce n'est pas une petite nation paraplégique qui va nous pleurer quand même. Que nos amis sont. Ça est paraplégique. Même si on doit par terre, on va aller. Vraiment, merci à maman pour ça. Au Japon, on devait faire une année de japonais en 6 mois. Japonais. Donc, on m'a posé un doctorat, je l'ai fait. Et après ça, bien sûr, je suis allée aux États-Unis, on m'a offert une bourse pour le doctorat que j'ai fait. Après. Donc, c'est docteur. Oui. Docteur Halima Diawara, PhD. Donc, à partir de là, on fait des stages au niveau de WAN, qui est National Organic and Atmospheric Administration, l'ANA en côté administratif. Donc, à partir de ces stages, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Wassiao, très gentil, sénégalais. Un Sénégalais. Oui, un Sénégalais. Ciao. Je suis appréciée de voir d'une manière, maman ici, donc, voilà, ce que tu fais. Voilà, c'est grâce à lui que je suis là, voilà. Waouh, merci. Je suis un peu le point focal entre l'USAID et le SNED. Ok, donc on va faire une autre conversation avec toi pour vraiment inspirer cette jeunesse. Merci beaucoup à la maman, votre maman. La maman, je suis sûre qu'elle est à l'école. Ah oui, mais pas tellement style, elle a vu pour ce que toi-même tu n'es pas à toi-même. Dans leur débat de travail, danse, d'excuses. Vraiment, merci, merci. Je sais que aide-moi de retour avec nous. Est-ce que la salle, vous avez des questions? Awa, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que les auditeurs, je sais que beaucoup de pas retourner. Une question, mais j'aimerais en lire juste deux. Ah oui, tout à fait. La personne demande, devons-nous faire une confusion entre l'instruction et l'éducation? L'éducation ne devrait pas n'est-elle pas commencer depuis la maison avant même d'aller à l'école? Je pense que ça a été répondu. Il faut poser une autre question. Cette question-là a été tellement débattue. Tout le monde est unanime qu'aujourd'hui, il y a une fusion, ça ne devait pas. Parce que, l'a si bien dit, l'Afrique avait beaucoup de systèmes éducatifs avant l'arrivée de l'école française. Alors, il y a beaucoup d'autres qui tournent autour ou l'école coranique même. La femme leader, parce qu'au cours de la conversation, elles ont été posées, donc je crois qu'elles sont pertinentes. Ok. Merci beaucoup à toutes celles et tous qui nous suivent sur King Visio. Merci infiniment à l'équipe à Gouami, à l'Université de Vienne, à Kinky Events et au Kinky Visio, qui nous met maintenant de sourire en tant que Maliennes et Maliennes de parler. Je voudrais dire 2 mots par rapport à l'université. Je suis belle parce que je suis des femmes leaders que nous devons toujours venir aussi de la connaissance. La formation continue importante. Je pense qu'il y a des études qui disent que ce que tu apprends à 3 ans ou quoi, 80% est obsolète. Donc, tu n'as que 20% qui reste nouveau. Donc, toujours, ce ne sera pas, et aujourd'hui plus que jamais, le monde global. Je pense que l'université virtuelle peut nous permettre à 4h du matin, à 18h, les week-ends, les dimanches, quand on veut, de s'inscrire dans un programme suivre pour ces études. Et surtout, moi, bien particulièrement, la bibliothèque numérique qui est accessible pour 1 000 francs toute l'année, et tu as accès à tous les livres de par le monde. Donc, merci beaucoup à Diawara et toute la jeunesse
Nami. Donc, parle-nous un peu, peut-être tu vas venir demain pour parler à tes sœurs par rapport à l'université virtuelle. Et encore, merci pour la confiance à une femme. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir À tous. Sali. Sali, je suis la manager de l'Université du Mali par exemple. Et je suis honorée d'assister à la conversation, comme j'ai eu à le dire. Pour l'Université du Mali, comme j'ai eu à le dire la dernière fois, on est parti d'une problématique. C'est le Mali traversait une crise multidimensionnelle. Et à cause des différentes crises traversées, le système éducatif s'est trouvé très impacté. Et cette base-là, on s'est dit, nous, notre métier étant numérique, quelles solutions on peut apporter pour venir en soutien au système éducatif présent. Donc, c'est là que l'initiative est née. On a mis à cette université numérique pour toutes ces personnes qui sont soit déplacées, soit qui sont déscolarisées pour des raisons de mariage précoce. Parfois, ce n'est pas que c'est le mariage qui les empêche d'aller en cours, mais souvent, avec tout ce qui se passe dans le foyer, ils n'ont pas forcément l'énergie nécessaire pour finir leurs études. Donc, cette université-là, on l'a lancée à Caracas Social en 2018. Le lancement, c'est en novembre 2019. Et aujourd'hui, on a un millier d'étudiants à travers l'Afrique et l'Europe qui bénéficient du programme diplômant au Mali, co-diplômant avec l'université française dans le groupe INSA. Et également un programme certifiant avec caractère social pour toutes les couches de la société puissent bénéficier de formations diplômantes ou certifiantes pour valoriser les acquis et les compétences. Et parler de la bibliothèque numérique, on a mis en place à travers les programmes qui nous offrent du contenu une bibliothèque en ligne à caractère social qui, avec 1000 francs CFA par an, on peut accéder à tous les contenus pour continuer à valoriser nos systèmes de connaissances. Donc voilà un peu l'université virtuelle du Mali. On ne va pas faire trop de... Merci. Comme c'est ce qui est capable d'expliquer autour du point, et je peux aussi remercier la mairie de tous les jours, African Green, qui prend gracieusement, je n'ai payé que le transport, nous offrons un cocktail hier. Je pense que la conversation, est-ce qu'il y a une petite gourmandise derrière la que j'essaie de satisfaire en organisant cette série de conversations parce que ma petite favorite, cocktail la capitale. Pour bien. Donc, en tout cas, merci à tous. Jeunesse, avant de clôturer, vous voulez poser une question? Ça va? Mais si est-ce que moi de retour, avant qu'on ne vous libère, j'aimerais que vous nous disiez par rapport aux activités, s'il vous plaît, par rapport aux activités que vous avez eu à mener 5 ans, quand même, vous êtes au Mali, les femmes de la Banque mondiale, peut-être nous, on ne le sent pas, mais vous avez des points phares que vous voulez discuter avec nous, présenter, des impacts directement à la communauté. Attention, oui, là, s'il vous plaît. C'est Edmond qui essaie de venir. Ok. Parce que vraiment. Donc, est-ce que vous voulez parler de ces programmes phares? Je pense au programme sous beaucoup de start-up que vous avez, en l'occurrence, le tabac. C'est tout Maïga avec nos déficients mentaux. Il y a beaucoup de vous avez aimé qu'on est nécessaire. Partagez avec nous toujours à cette à ces leaders, à ces femmes qui touchent la communauté, qu'on peut venir et être des alliés par rapport à la lutte et l'aide de vos différents programmes. Que tout ne soit pas au niveau du gouvernement, mais que nous soyons conscients au niveau, on peut se racheter un peu et pas faire 4 au lieu de faire. Pour cette question, je pense que la première chose que je peux dire, c'est vraiment à chaque fois que j'ai l'opportunité, la chance de rencontrer des jeunes comme Halima, que je n'aime pas parce que je me dis que le destin est entre nous. On a plus. Je pense également que ça m'inspire, avant de répondre encore une fois à la question que je vais d'éviter, c'est de dire parfois il fait partie de la seconde, mais pas du deuxième. Pas simplement avec Mali, je reconnais ses défis. Mais la première école à laquelle elle a été, c'est sa famille. C'est ça.
ça a aussi à compenser les manquements de cette école qui est fixée au demeurant. Et regardez quand une dame qui a été à l'école ne Je peux partir avec mon ordinateur, donc je n'ai pas mon mot de passe, donc je suis venue avec mon portable. On va parler beaucoup ce soir là. L'objectif duel de la Banque mondiale, c'est promouvoir une prospérité partagée et réduire l'extrême pauvreté. Et sur ces deux axes-là, la femme est au cœur de tout ce que l'on fait. Encore plus important au niveau du Sahel, l'autonomisation des femmes est la priorité pour notre institution. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement une question de justice sociale, c'est une question économique. On a fait des calculs, des études pour voir au niveau du produit intérieur brut, dans un pays comme le Niger, quel serait l'impact d'avoir plus de femmes autonomes au Niger. On arrive à entre 3,5 et 4 points de... Et vous avez chiffré il y a 2 ou 3 ans absolument. Le manque à gagner. Le manque à gagner. Donc, je veux dire, comme je dis, c'est de la bonne économie, à défaut si on ne veut pas le voir comme de la justice sociale. Et on a besoin de ça. Ensuite, aujourd'hui, on réalise que les femmes, comme je disais, payent toujours le lourd tribut. Aujourd'hui, la pandémie, et ça c'est une leçon qu'on a prise de Ebola, va encore impacter les femmes et les filles qui vont à l'école. On estime en Afrique, à peu près à cause de cette pandémie Covid, environ 6 millions de filles ne retourneront pas à l'école. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà mariées. Une fois qu'elles sont arrivées à la maison, dans les tâches ménagères pour marier. Donc, par rapport à tout ce nœud de réalité et ces défis, nous faisons beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais peut-être me focaliser sur la question de la femme. Qu'est-ce qu'on fait? On agit d'abord au niveau analytique, essayer de comprendre. C'est les chiffres, l'impact, l'évaluation, parce que quand vous parlez aux décideurs publics, il faut venir avec des éléments. Et puis, il faut le comprendre pour pouvoir remédier. Exactement, ça c'est la première chose. Donc, nous avons des études analytiques. La deuxième chose que nous faisons, c'est quand nous faisons des appuis budgétaires, on essaie d'aider les pays à promouvoir certaines réformes. Je peux donner l'exemple du Niger, où, à travers un appui budgétaire et ces études analytiques, nous avons pu, avec le gouvernement, arriver à changer un certain nombre de lois. Le gouvernement a pu changer certaines lois. Des lois qui, aujourd'hui, nous paraissent, mais qui étaient encore là. Simplement, par exemple, qu'une fille puisse avoir accès à la santé reproductive sans l'autorisation de son mari ou de son père, ou le mariage, adresser la question... Quelque chose de banal comme ça, on n'avait pas. Voilà, quelque chose que beaucoup prennent pour acquis, mais qui ne l'est pas. Qu'une fille qui a un enfant puisse retourner à l'école. Qu'une fille... C'est vrai, parce que depuis la grossesse, on te chassait. Voilà. Donc, c'est ce qui est devenu une double pénalisation pour les filles. Et aussi, un élément tel que le mariage des enfants. Donc, ça, c'est un élément du point de vue des politiques. Maintenant, on a ce qu'on appelle aussi des programmes de développement, des programmes d'investissement. Et dans tous nos programmes, notamment au Sahel, nous avons ce qu'on appelle un aspect genre. Il y a deux aspects, l'aspect spatial et l'aspect genre. Parce que dans l'aspect spatial, on réalise, si je prends un pays comme le Mali, il faut bien connaître la dimension de la pauvreté. Elle était rurale, elle est féminine, le visage de la pauvreté est rural. Encore que maintenant, avec le Covid, on réalise qu'elle est aussi de plus en plus urbaine. Et tout ça, ce sont des sources de fragilité. Mais je voudrais donner un exemple, le projet que tu as mentionné, qu'on appelle le SWED. C'est le sigle en anglais d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques. Et ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est qu'on s'attaque à plusieurs choses. La première chose, ce sont les normes sociales. Grâce à ce projet, on a formé des femmes dans des métiers qui sont traditionnellement pas vus comme des métiers pour des femmes. Menuiserie métallique, je me rappelle. Menuiserie métallique, peinture, ou bien électricien au Tchad, dans un village qui s'appelle Mani, on a formé des femmes qui conduisent des tracteurs.
donc qui maintenant louent leurs services aux hommes pour aller. Et donc, déjà, ces normes sociales, s'attaquer à ces normes sociales. Nous faisons du plaidoyer. Avoir réuni les imams, y compris d'Al-Aqsa, de toute la région, pour qu'ils se prononcent qu'est-ce que dit la religion musulmane sur des questions sociétales telles que l'accès à la santé reproductive, telles que l'autonomisation des femmes. Et ces personnes dont c'est la qualité, qui ont la connaissance pour le faire, ont eu à se prononcer sur ces questions-là. Ensuite, il y a la formation des femmes à travers des projets, à travers des activités génératrices de revenus. Et enfin, je vais terminer, il y a une activité que moi, j'apprécie beaucoup, c'est l'école des maris. Ou à chaque fois que je dis, il y en a beaucoup qui me disent, mais elle est où cette école? Elle est où cette école? Je vais envoyer mon mari. Mais l'école des maris, plus sérieusement, ce sont des jeunes hommes du Sahel qu'on réunit, à qui on apprend qu'est-ce que c'est que le rôle d'un homme, qu'est-ce que c'est que le rôle de la femme, comment vous devez supporter votre femme, comment vous devez être. Et on pense, avant, effectivement, on a parlé d'initiation et autres. Ça existait. Ça existait avant de mécanisme. Un jour, on dit que, ici, un jour, on se lève, on dit, allez, vous êtes mari et femme, mais est-ce que les gens sont prêts? Mais le préalable, c'est zéro. Voilà. Et là, encore une fois, pour terminer, je pense que c'est un projet sur lequel je pense qu'il y a vraiment beaucoup de succès, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Je pense qu'à chaque fois qu'on voit nos succès, il faut aussi savoir le chemin qui reste à parcourir et comment ensemble, chacun à notre niveau, on peut aller dans le sens d'adresser ces normes sociales, de pouvoir aussi, comme je dis, créer d'autres leaders, faire éclore des talents et contribuer à une société plus juste. Parce que sans une société plus juste, je pense que nous tous, nous allons avoir du mal à nous épanouir dans une société qui n'est pas juste, ou dans une société, comme dirait quelqu'un, qui marche sur un seul pied, et l'autre pied, la femme, ne marche pas. Une société qui marche sur un seul pied, c'est une société qui claudique. Nous avons besoin des deux pieds, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des femmes, pour qu'ensemble, nous puissions relever ce défi immense qui est celui de développer nos pays, de pouvoir répondre à ces questions d'insécurité, à ces questions de crise économique et sociale. Mais je pense que c'est possible. C'est possible si nous nous y mettons, si nous y croyons, si nous croyons en nous-mêmes. C'est possible si nous nous y mettons, si nous croyons en nous-mêmes, mais ça serait possible aussi rapidement avec le soutien des hommes. Je sais, Monsieur Edmond Moukala, est-ce que vos mots pour clôturer cette 4e conversation de la série La parole aux femmes? Vous avez la parole, Monsieur Edmond Moukala. Et merci d'être venu parmi nous. Edmond, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je suis là, je suis là. C'est le mot de la fin, c'est ça? C'est ça. Oui, alors je ne serai pas long. Je dirais juste, je vais citer Amadou Hampâté-Bâ. Croire que sa race... Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, juste une citation d'Amadou Hampâté-Bâ pour mon mot de la fin. Croire que sa race ou sa religion est seule détentrice de vérité est une erreur. Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que notre connaissance ne les atteint pas. Et une autre citation encore d'Amadou où il dit tant il est vrai qu'une belle femme est parfois plus efficace qu'une armée bien entraînée et approvisionnée. Je voyais aussi là, quelque part, un peu d'éloge à la femme, à sa capacité, et comparé à une grande armée, que je ne pense pas que ce serait aussi la même comparaison qu'il aurait fait envers un homme, juste pour montrer que même dans nos poètes, ces grands poètes, la valeur de la femme et son pouvoir était vraiment bien reconnu. Voilà, je m'arrête là. Merci infiniment, M. Edmond Moukala, pour cette disponibilité, malgré votre agenda très très chargé. Monsieur Kony, vous voulez dire 2 mots avant qu'on nous clôture? Merci également Madame la Merci toutes les dames aussi pour c'est une très bonne chose et je vous encourage. Que le bon Dieu pour cette université qui s'en va. Amin, amin. Merci infiniment. Charmant public, chers amis, chers aînés, chères sœurs, merci infiniment d'avoir effectué le déplacement. Avant que je donne à Soukaina
Le dernier mot maintenant avant qu'on lève la séance, je ne sais pas, Tata, Madame la Présidente Assa Diawara, vous voulez dire tout courir, vous voulez dire quelque chose? OK. Merci encore, Soukeina. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis pour cette 4e conversation autour du leadership africain féminin. Nous vous remercions beaucoup et nous continuerons à donner la parole aux femmes. Le rendez-vous est pris pour le 26 mars dans le cadre de la commémoration des 30 ans de l'accès à la démocratie multipartite au Mali. Nous serons avec l'ancienne première dame du Mali, Madame Adamba Konaré. Vraiment, je suis tellement honorée et pressée de pouvoir l'accueillir et de l'écouter. Et nous allons boucler la boucle avec les hommes. Le 27 mars, nous serons avec un de mes Hiforchi, celui qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma lutte et mon engagement pour l'autonomisation de la femme et l'accès aux droits fondamentaux. Monsieur Maxime Ouinato, le représentant résident de ONU Femmes en Ouganda, sera avec nous. Amadou Diawara va aussi être sur le panel. Cheikh Tidjane Diallo, Bala Mariko. Donc, nous allons clôturer le 27 mars cette série de paroles aux femmes qui ne peut être une réalité qu'avec le soutien des hommes. Donc, on vous donne rendez-vous pour le 26 mars et le 27. Madame Soukeina Kane, merci infiniment pour votre disponibilité. Et c'était un agréable plaisir, on le dit qu'on ne fait jamais 203. Je pense que la première fois qu'on a fait cet exercice, c'était à l'ISPIC, une université sur la colline de Badla. Aujourd'hui, on est sur l'université virtuelle Kingi. Donc, la 3e série de conversations qu'on va tenir ensemble, Dieu sait où. Mais quand même, nous prions pour voir ce jour-là en bonne santé, longue vie, prospérité, santé, et vraiment que le Seigneur continue à te bénir et à accompagner toutes les initiatives que tu fais pour nous toutes et tous, en tant qu'Africains, en tant qu'êtres humains dans ce monde. Votre mot pour clôturer? Je pense que le mot de la fin, c'est vraiment un merci. Merci à tout le monde. Je pense que je repars de cette conversation enrichie parce que j'ai entendu, parce que j'ai vu, parce que pour moi, comme je dis, la vie, c'est toujours essayer de s'améliorer et apprendre tous les jours. Et je pense qu'en chacune et en chacun d'entre nous ici, à travers les questions, je pense que c'est une opportunité de s'enrichir. Et te remercier, Combat, pour tout ce que tu fais pour la cause des femmes. Je pense que vraiment, on ne le dira jamais assez. Moi, je suis admirative de qui tu es. Quand on me dit, mais c'est qui Combat? Je dis, Combat, c'est une Africaine décomplexée. Elle est comme elle est. Elle s'accepte comme elle est. Et donc, je pense que ça aussi, pour moi, on a besoin ça fait partie, je pense, de ce que des caractères que j'ai essayé de définir. Je finis là où j'ai commencé. D'abord, la responsabilité individuelle que tu prends. Tu n'es pas spectatrice, mais tu es actrice du destin des femmes en Afrique et au Mali. Je pense aussi que tu essaies de pousser d'autres femmes à chaque fois que tu le fais, donc, et faire éclore des talents. Je pense que ça aussi, c'est un trait de caractère qu'on retrouve chez toi. Et je pense également que tu arrives à inspirer les autres. Et tu es toi-même. Les gens peuvent aimer, les gens peuvent ne pas aimer, mais tu es toi-même. Et tu as ta version de toi. Et cette version de toi, mais en même temps, cette humilité, parce qu'à travers les conversations qu'on a, que ce soit dans des forats de ce genre, ou même plus personnel, cette volonté d'aller toujours vers une amélioration de toi. Donc, je pense que ces 3 éléments par lesquels j'ai commencé, qui pour moi sont le leadership, je veux terminer par ça parce que je pense à toi. Voilà. Merci infiniment, merci. Merci à vous tous et tous. Et on se dit à la prochaine. Rendez-vous est pris pour le 26 mars. Merci. Au béni.